Bonjour à tous et à toutes, bienvenue dans cet atelier JDR où je vous propose de réfléchir sur le sujet des scènes sociales en jeu de rôle. Alors on aime bien, notamment parce que Donjons et Dragons c'est le jeu le plus joué, dire que dans le jeu de rôle il y a trois types de scènes: combat, scène sociale, exploration. Je suis pas tout à fait certain pour ma part que ce découpage soit forcément pertinent. Peut-être qu'il l'est pour Donjons et Dragons, je ne sais pas, mais je pense que on peut essayer de réfléchir un peu plus loin, en fait, à qu'est-ce que c'est une scène sociale ou ce que n'est pas une scène sociale, et plus globalement à comment on résout finalement des conflits sociaux, en fait, des conflits sociaux. Comment on fait dans une partie de jeu de rôle pour convaincre un PNJ, des PNJ, de faire ce qu'on souhaite, ou pas d'ailleurs. Ça peut aussi être de l'intérêt de jouer cette scène sociale. Une scène sociale, c'est pas forcément un conflit, il y a pas forcément un enjeu. Si on part du principe qu'une scène sociale, en fait, c'est une scène juste d'interaction entre des personnages, bon bah en fait, il y en a en permanence d'interaction parlée, j'ai envie de dire, ou parler, ou en tout cas où l'objectif est de faire passer une information, de communiquer. Je pense que ça peut être ça globalement une scène sociale, mais on va essayer de voir comment on gère ça en gros. Donc pour moi, comme je le disais, une scène sociale, c'est pas forcément complètement différent d'un combat ou de l'exploration. En fait, déjà le fait de décider à un moment donné, bah voilà, cette scène, on va dire qu'elle est sociale, c'est un peu exclure potentiellement les autres types d'actions parce qu'on a défini cette scène comme ça, ce qui est un peu, enfin, qui peut être un moyen de jouer. Ça c'est sûr, mais qui n'est pas une fin en soi. C'est-à-dire que si j'ai envie de déclencher un combat alors que la scène a priori c'était une discussion, bah je peux. Si pendant que les autres discutent, moi j'ai envie de me casser, aller faire autre chose, je peux. Donc déjà je pense peut-être même que le truc de scène en soi n'est pas au cœur de la question. La vraie question, c'est quoi le gameplay social en fait en jeu de rôle. Je pense même qu'on peut encore réduire un petit peu le sujet, sinon on risque de partir loin. Parce que vous voyez, dans le gameplay social, on pourrait dire que c'est les PJ qui discutent avec les PJ, ou juste une conversation entre un PJ et un PNJ, mais on n'est pas en train d'essayer de convaincre ce PNJ de quoi que ce soit. Genre, on est juste là pour jouer la conversation, pour le roleplay, pour montrer quelque chose de l'univers sur notre personnage, pour se faire plaisir finalement dans un petit dialogue, parfois théâtral. C'est pas de ça qu'on va parler non plus. Je pense que ce qu'on met derrière scène sociale, en fait, c'est les conflits sociaux. J'ai l'impression, souvent. Si on prend les gros mots, entre guillemets, les gros mots, les mots qu'on utilise à mon avis un petit peu à tort à toutes les sauces. En fait, on dit souvent le roleplay, c'est le fait de parler en tant que personnage et pas nécessairement de convaincre un PNJ, d'amener l'histoire dans une direction. En fait, on dit ouais, moi ce que j'aime bien, c'est les scènes de roleplay. Parfois, dans certains groupes, c'est un peu une fin en soi de juste jouer son personnage, d'être théâtral. C'est pour ça qu'on joue en fait. Et donc, on aime bien appeler ça le roleplay, même si je pense que le roleplay c'est pas ça non plus. Mais si on prend cette définition-là du roleplay, le fait que on est surtout là pour parler en tant que personnage, c'est pas de ça non plus que j'ai envie de parler dans cette vidéo. Moi, ce dont je veux parler dans cette vidéo, c'est des conflits sociaux. Et en fait, le conflit social, c'est quoi? C'est s'il y a un conflit, c'est qu'il y a un enjeu. Et l'enjeu, c'est dans quelle direction va partir l'histoire en fait. Si on fait une abstraction, l'enjeu c'est ça, c'est qu'est-ce qui va se passer après quoi. Qu'est-ce qu'on va perdre, qu'est-ce qu'on va gagner, qu'est-ce qui va se il y a plein de possibilités. En fait, on cherche à répondre à une question dramatique du type est-ce qu'on va réussir à convaincre Bidule de faire X. C'est ça le sujet de la vidéo. Je suis parti dans tous les sens, mais c'est pour ça que je fais cette vidéo. Je réfléchis à voix haute parce que j'ai l'impression de partir dans tous les sens si je le pose pas sur le papier. Je pense que c'est un sujet intéressant. Donc, on va essayer de parler des conflits sociaux en jeu de rôle et on va même focaliser encore plus. On va faire les conflits sociaux PJ-PNJ. Sinon, ça risque de nous faire dériver encore plus. Donc, on est dans un conflit social où un ou plusieurs PJ cherchent à convaincre un ou plusieurs PNJ de faire quelque chose. Comment on peut gérer ça? Déjà dans la fiction, en soi, comment on peut gérer ça? Il y a l'intimidation, qu'on connaît bien, il y a la persuasion, il y a la séduction, la manipulation. Donc l'intimidation, ce serait user de la force pour convaincre, en gros, de la menace. La persuasion, ce serait faire appel aux émotions plutôt, faire appel aux valeurs de la personne, etc. Peut-être convaincre. Ensuite, on a convaincre. Convaincre, c'est plutôt faire appel à la raison, par la logique, etc. La manipulation, c'est ne pas donner ses véritables intentions, c'est-à-dire du mensonge. La manipulation, c'est j'essaye d'influencer sur ton comportement, mais sans te dire l'objectif derrière et sans te dire véritablement ce que je veux que enfin la fin en fait de cette discussion. C'est ça de la manipulation. Je veux te faire croire que pour que tu. En gros, c'est un peu cette idée-là. La séduction, on pourrait dire que la séduction, c'est plutôt... ça tombe un peu dans la persuasion, peut-être, la séduction. Je sais pas. Mais grosso modo, voilà. On est dans une scène où un PJ essaye d'exercer une influence sur un PNJ, où plusieurs PJ essayent d'influencer
plusieurs PNJ, ou parfois on a peut-être des scènes encore plus compliquées. C'est les scènes où il y a un PNJ et il y a des PNJ qui essayent de convaincre ce PNJ et d'autres PJ qui essayent de convaincre ce PNJ d'autre chose et encore d'autres PNJ. Vous voyez, on est sur un truc à plusieurs avec plein d'angles différents. Par exemple, il y a un PNJ, c'est un décideur et il y a plein de personnages différents qui essayent de l'influencer pour lui faire prendre une décision. Bon, ça va être très difficile. Ça, je sais pas si on va aborder ça dans la vidéo parce que on sera fait un nœud au cerveau avant, je pense. Et voilà grosso modo l'idée. Et en fait, si je fais cette vidéo, c'est parce que j'ai l'impression que dans beaucoup de cas, le jeu de rôle, il nous met face à une sorte de paradoxe, face à une sorte de malaise. En particulier les jeux de rôle où en fait, on a par exemple juste des compétences. J'ai une compétence persuasion, j'ai une compétence intimidation, j'ai une compétence convaincre, voilà, j'ai une compétence ruse, etc. Il nous met dans une sorte de position un peu de malaise où en fait, en un jet de dés, on peut résoudre un dialogue. Et souvent, ça nous plaît pas trop. Enfin, ça dépend des tables, hein. Encore une fois, j'essaie d'identifier, moi, un truc qui me plaît pas trop. Honnêtement, moi, ça me plaît pas trop, de base, de partir du principe que le PJ, hop, il donne son intention, genre, ouais, je veux convaincre le roi de faire ce qu'il faut. Ok, bah, fais-moi un jet de convaincre. Je fais un jet de convaincre. Ah, j'ai réussi, donc le roi, il fait ce qu'on a envie qu'il fasse. Moi, j'avoue que je trouve ça un peu insuffisant. J'ai déjà des solutions que je vais vous proposer à ça que je trouve améliore la chose, mais je pense qu'il y a aussi plus fondamentalement des questions de système, des questions de situation, etc. Il y a plein de manières de gérer la chose, mais on va dire que le simple truc de PJ déclare son intention de faire quelque chose, il fait un jet, il fait une réussite et c'est gagné, et je trouve ça un peu moyen. Pourquoi ? Parce que, comme je le disais au début, on aime bien, même si c'est pas le bon terme, on aime bien le roleplay. On aime bien faire un peu le dialogue. On aime bien que le PJ, il dise ce qu'il pense. Derrière, bam, la personne qu'elle essaie de convaincre, elle lui met des contre-arguments, lui, il réargumente, etc. Et en fait, quand on fait ça, donc quand on est dans l'échange d'arguments, on va passer dans un mode de jeu qui est un petit peu différent. Déjà, on va passer au player skill. C'est-à-dire qu'un biais qu'on pourrait avoir, un truc déjà qui pourrait s'enclencher, c'est que d'un seul coup, on va passer en mode, le joueur, en fait, on va juger sa capacité à réussir ou non cette action en fonction de ses compétences rhétoriques à lui et de son charisme à lui. C'est-à-dire que, par exemple, pour augmenter, on va dire, un petit peu le fun de jouer cette scène de dialogue, là, parfois, ce qu'on dit, c'est, OK, au lieu de faire juste un jet avec une difficulté fixée vite fait par le MJ et bam, on gagne, et d'abord, on va jouer le dialogue et les arguments pour, contre, etc., la manière dont ça va être argumenté, la rhétorique, et aussi la manière dont souvent on va être biaisé par un joueur qui est assez théâtral, etc. Potentiellement, ça va augmenter mes chances, ça va venir impacter, tout ça va venir impacter la difficulté du jet. Bien sûr, il y a d'autres facteurs qui vont venir impacter la difficulté du jet. Par exemple, le MJ. Le MJ qui va dire, non, ça c'est quand même quelqu'un qui est très difficile à convaincre. Donc de base, par exemple, le MJ il va se dire, je sais pas, je prends du Donjon Dragon pour faire simple, difficulté 18 pour le jet de charisme. Et en fait, le PJ, lui, il a plus 3, donc il a pas beaucoup de chances de réussite. Il a à peine un peu plus... je crois que là, il a 4 chances sur 10 de réussite à peu près. Si je fais des maths à l'arrache, avec son plus 3 de charisme, il a 4 chances sur 10 de gagner. Et le MJ, par exemple, il va écouter le mec, et le mec, ah là là, il est quand même fort avec les mots, ce joueur, peu importe le personnage qu'il joue, c'est toujours celui qui est le plus charismatique et le plus malin dans les conversations. Ça, c'est vraiment incroyable. Et du coup, il va dire, bon, je vais réduire un petit peu la difficulté parce que t'as vraiment sorti des bons arguments. Et hop, on fait un jet de dés et c'est win. Le truc là-dedans, du coup, c'est qu'on a fait appel au player skill. Donc ça, c'est pas gênant en soi, hein. Là, pour l'instant, moi, ce que j'essaie, c'est de balayer différentes manières de faire. Donc pour moi, le player skill, c'est OK. Mais derrière, ça veut dire arbitrage du MJ. Ça veut dire arbitrage du MJ pour reconnaître le player skill. En fait, c'est pas parce que le PJ, en soi, intrinsèquement, est bon en rhétorique ou est bon en charisme, que le MJ a réduit la difficulté. C'est parce que, en fait, sans qu'on s'en rende compte, je pense, PJ, ou plutôt le joueur, il a donné des arguments et il a eu un roleplay qui a plu au MJ, donc il a plus... En soi, son vrai taf, là, c'était en partie de séduire le MJ. Et pas seulement de séduire le MJ, d'ailleurs. Ça peut être de séduire le MJ ou de convaincre le MJ, si on reprend notre truc. Enfin, séduire le MJ. On va dire plutôt, parce que séduire... Allez, on enlève le séduire. Il a soit persuadé le MJ, soit il a convaincu le MJ, soit voire il l'a manipulé. Mais bon, on va pas aller aussi loin. C'est-à-dire que les arguments... Si le MJ, c'est quelqu'un qui est très sensible... on va dire aux arguments et à la logique déployée par le joueur et qui va récompenser ça,
eh ben, il va falloir en fait entrer dans la logique du MJ pour que le MJ accepte cette idée et se dise oui, ça devrait réduire la difficulté du jet. Je suis assez d'accord avec les arguments que tu donnes et je pense que mon personnage, il y a pas de raison qu'il soit pas d'accord. Ou alors à l'inverse, peut-être que le MJ, lui, ce qu'il attend, c'est qu'il y ait du beau jeu, du beau roleplay qui soit fait, du beau jeu, et du coup, il va venir diminuer encore une fois la difficulté du jet si on fait un effort dans l'interprétation. Donc ça veut dire qu'en gros, le MJ, plus ou moins, est juge à ce moment-là de comment il va réduire ou augmenter le seuil de difficulté, etc. Il arbitre. Donc en soi, c'est pas gênant, mais ça peut créer des dynamiques un peu bizarres. On les connaît, typiquement le personnage super fort normalement social parce qu'il a toutes les compétences qu'il faut, mais qui a pas trop le player skill, on va dire, et qui se retrouve finalement à parfois avoir moins ou juste autant de chances de réussir un jet pour convaincre qu'un autre joueur qui lui joue un personnage pas forcément fort socialement, par exemple. Ou alors, la pire situation aussi qu'il peut y avoir un petit peu, je trouve, c'est ce qu'on appelle, je crois, c'est le pixel clicking, un truc comme ça. Le pixel clicking, c'est en gros, le MJ, il a prévu une solution. Il a prévu une solution, et ça s'applique pas seulement aux conflits sociaux. Mais genre, il a prévu un argument qui pourrait faire pencher la balance, où pour lui, il y a qu'un moyen de convaincre cette personne, où il y a qu'un moyen de résoudre cette énigme, où il y a qu'un moyen de surmonter cet obstacle. Et en fait, les joueurs, ils essayent d'entrer dans la tête du MJ, et à chaque fois, pour réussir quelque chose, en fait, le player skill, ce qu'ils vont devoir déployer les joueurs comme effort, ça va être de réussir à convaincre le MJ que ça peut marcher. Et en fait, ce qui est rigolo aussi, c'est que, bien sûr, ça aussi, je pense que vous êtes déjà fait cette réflexion, c'est que dans le cadre des dialogues, etc., on a tendance à accepter, je pense, un petit peu plus que le MJ y juge. Parce que, en fait, on a déjà tous participé à un dialogue et tout, et puis on va dire qu'il y a des logiques de base, peut-être, genre sur lesquelles on retombe assez facilement parce qu'on fait partie de la même culture. Donc, si tu arrives à me démontrer que X plus Y égale Z, et que je me dis ah là là, c'est bien, mon joueur il a été attentif parce qu'il a bien fait attention à X pendant la partie, bien fait attention à Y, il a réussi à combiner ces deux arguments pour me donner Z, et finalement moi mon PNJ, j'ai pas réfléchi à de contre-argument à ça. Je peux être en fait convaincu moi en tant que MJ un peu mathématiquement que ça marche, et tout le monde autour de la table peut plus ou moins être convaincu que mathématiquement ça marche. Et en fait, on peut arriver à un consensus. C'est vers ça qu'on va tendre. C'est vers le consensus. Et à ce moment-là, si toute la table est plus ou moins d'accord que c'était des bons arguments, qu'on est à peu près arrivé à ce consensus, on peut se dire que finalement, c'est ok que le MJ soit le juge parce qu'on est assez d'accord avec lui, en fait. Vous voyez, pour que l'arbitrage du MJ soit valide, souvent, il faut qu'il soit constant et que la plupart du temps, ça fasse plus ou moins consensus. Si on n'est pas du tout d'accord avec la manière d'arbitrer du MJ, on va généralement quitter la table, ça va pas nous plaire. Donc en fait, c'est chercher comme ça à convaincre de manière rhétorique ou par l'incarnation. En fait, d'une certaine manière, c'est pas tellement chercher à convaincre le MJ, c'est une sorte de recherche du consensus, d'une certaine façon. Si le MJ ne reconnaît pas du tout la valeur de mes arguments rhétoriques, etc., et tout ce que j'ai fait pour essayer de convaincre le PNJ, et que moi je considère que ça devrait marcher, et qu'on tombe pas d'accord là-dessus, je vais me dire que le MJ arbitre mal, et ça va un peu me saouler la manière dont il va fixer sa difficulté, etc. Donc il y a une part de consensus comme ça. En fait, le truc, ce qui est rigolo, c'est que ça marche beaucoup mieux pour les scènes sociales, cette recherche du consensus, parce que si, à l'inverse, je décris qu'il y a une machine, genre une machine à vapeur qui fonctionne d'une certaine manière, etc., et que mon joueur, il est ingénieur, là, il est méga ingénieur, etc., et genre il vient me dire, vous avez vu comment je dessine la machine, c'est vraiment très très bien fait. Et là, il y a un engrenage. Parce qu'en fait, il suffit de faire tourner un engrenage, paf, et ça fait marcher une machine à vapeur. Tchou, tchou, tchic, 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 tchic. Vous voyez, c'est vous dire mon niveau en physique-chimie, vous voyez. Donc moi, si un de mes joueurs qui, par le même processus de player skill, vient m'expliquer comment ça devrait fonctionner, etc., il y a plus de chances que je comprenne pas. Il y a plus de chances que je comprenne pas. Et en fait, si tous les joueurs viennent se mettre à utiliser leur player skill dans leurs compétences propres, leurs compétences respectives, etc., on n'a pas fini. Parce qu'en fait, à chaque fois, pour que eux ils créent leur solution, il va falloir qu'ils me fassent toute une explication d'un domaine que je maîtrise pas. Genre, par exemple, moi, j'essaye, je sais pas, de soigner cet animal, non, de sauver quelqu'un en faisant une opération chirurgicale, vous voyez. Le joueur, il aura beau me dire, je coupe, je mets un clamp sur l'aorte, je sais pas quoi. Moi, je vais être en mode, mec, je connais pas du tout, en fait, la médecine. Donc, fais-moi un jet de médecine, vous voyez. Et en fait, là, tous ces arguments, on pourrait dire, vont moins servir. En fait, tout ce qu'il va pouvoir faire, c'est faire des arguments qui me font me dire « Ah là là, c'est quand même stylé qu'il ait pris le temps de décrire ça. » Donc en fait, il est en train de me séduire, pour le coup. Il est en train de me séduire. Pareil pour l'ingénieur, s'il me dit « En fait,
L'ingénieur, je pense que ça marcherait moins bien. Je sais pas pourquoi l'ingénieur, moi, vous voyez, c'est là aussi on a un biais, parce que c'est un peu le sujet d'après. Mais on a chacun nos biais, nos trucs différents qui vont nous convaincre. Un joueur, moi, qui est flamboyant, peut-être que ça va me convaincre dans son discours, alors qu'un joueur qui, justement, me décrit méticuleusement comment il répare la machine, je vais pas lui donner de bonus, alors que si ça tombe, en fait, il m'a donné tout l'argumentaire qui permet de réparer la machine. En réalité, il a fait preuve de player skill, je vais pas lui donner de bonus, parce qu'en fait, il peut pas, sur le moment, m'expliquer comment ça marche. Donc, il ne peut pas, grâce à ces arguments, je manque de connaissances pour que ces arguments viennent me faire tilter que oui, c'est logique et ça marche. Et donc, il y a peu de chances que je change mon seuil de difficulté. Vous voyez, pour un truc d'ingénierie. Donc en fait, en tant que MJ aussi, au moment où on juge les arguments qui nous sont donnés et la manière de présenter les choses, eh bien, on est biaisé. Et si dans les scènes sociales, ça marche souvent mieux, dès lors qu'on est sur des connaissances plus pointues, eh ben, on va pas être en mesure, en fait, en tant que MJ, tout simplement, de comprendre les arguments des gens et leurs explications, leurs démonstrations de pourquoi ça devrait marcher. Et donc, on va leur demander simplement un G2D, faute de pouvoir vérifier. Donc, le moment où on va demander un G2D, le moment où on va fixer la difficulté du G2D, etc., comporte forcément un biais. Et attention, ce n'est pas forcément mal. On a tous des biais et notre univers, la manière dont on crée nos scénarios est biaisé, etc. Et d'ailleurs, c'est peut-être une des raisons qui fait qu'il y a certains joueurs qui aiment bien nos scénarios parce ils aiment bien la manière dont on pense l'univers, la manière dont on arbitre. Ils aiment bien jouer entre guillemets avec nos biais, tout simplement, avec notre style. Des fois, on pourrait se dire le biais égale style. Nos biais, nos attentes, c'est notre style. Vous voyez, je ne sais pas. Mais bref. Et du coup, là où je voulais en venir, en gros, c'est qu'on a cette sorte de truc un peu étrange. Ça c'est un serpent qui se mord la queue. Les règles, skill. Pourquoi je mets skill? Non bah si, on va faire player skill. On a des trucs qu'on gère au player skill, qu'on va faire avec des règles qui font une abstraction. C'est le serpent qui se mord la queue. Et donc, si on admet facilement que dans des situations genre ingénierie, des trucs en fait que personne ne maîtrise autour de la table ou un seul joueur et on n'a pas envie d'avoir la conversation, on n'a pas envie d'un cours de physique chimie là maintenant pour la partie, donc on va plutôt utiliser une règle abstraite. Si pour certaines de ces compétences, je vais mettre ingénierie, chimie, etc. Eh ben, on va en général préférer des règles abstraites. Pareil pour le combat d'ailleurs. Pareil pour le combat. La plupart du temps, on ne se bat pas pour de vrai. Mais pourtant, on va reprendre un exemple des biais après parce que celui-là il est rigolo. Je finis juste avec ça en fait. Je me mélange. Player skill du coup, par exemple pour le social. Le social, on admet assez bien le player skill pour une raison évidente. C'est parce que de base, en fait, on est venu pour parler autour d'une table. Donc on est déjà dans un jeu social en fait de base. Le but du jeu, c'est de faire une conversation. Donc on admet beaucoup plus aisément la résolution sociale de ces choses-là. Et on se retrouve dans cette situation un peu floue. Je dirais que la situation vraiment floue, c'est vraiment celle du social, parce que on sait pas toujours, d'ailleurs, même si on a tendance à favoriser le player skill, on sait pas toujours si là il faudrait pas quand même un jet de dés, un truc. Et c'est un des trucs qu'on a le plus le cul entre deux chaises. Là où dans le combat on ne se pose quasiment jamais la question, et dans les autres compétences on se pose quasiment jamais la question. On va utiliser un jet de dés pour voir si ça marche ou pas de jet de dés, si ça nous semble évident que ça fonctionne. Mais encore une fois, l'évidence c'est un peu un biais. Mais bref, un truc que je trouve rigolo, un peu anecdote, c'est le combat. D'ailleurs, parce que le combat, il y a beaucoup de gens qui pratiquent le jeu de rôle et qui soit ont vu 1 milliard de films de combat et donc ont une idée du canon esthétique du combat et vont avoir des bonus peut-être donnés par le MJ s'ils décrivent des trucs dans le canon esthétique du combat. Donc le combat, paradoxalement, c'est un peu comme le social. Des fois, on arrive à gratter des petits points en disant qu'on a la bonne strat, vous voyez. Alors que si je commence à vous expliquer, je sais pas quoi, la poussée d'Archimède, bon, en vrai, la poussée d'Archimède, tout le monde connaît, mais mais si je commence à vous expliquer des autres trucs, là, en général, ça va faire chier tout le monde. Par contre, en combat, voilà, on a vu des scènes d'action. Et si on colle au canon esthétique, bah, peut-être que sur un système tout bête de skills caractéristiques, là, comme on l'a décrit avant, avec je jette un dé, puis on voit ce qui se passe, et ben, peut-être qu'avec des bonnes descriptions de passes d'armes, etc., je vais pouvoir gratter des points. C'est pareil, dans le jeu de rôle, bon, bah, il y a beaucoup de gens qui aiment l'histoire. Et donc, parfois, il y a un petit peu ce truc de médiéviste aussi. Où on va aller venir décrire comment ça devrait vraiment se passer en termes de force cinétique, la charge de cavalerie sur les boucliers, comment est-ce que si je fais cette feinte, en fait, il y a quasiment aucune chance si ça passe que le mec il part mon truc et tout. Et puis on est là en mode ah ouais, quand même ce mec il connaît bien les traités d'escrime, allez vas-y on va lui mettre un petit plus 2. Vous voyez, ça existe aussi. Enfin, en tout cas moi j'ai déjà vu. C'est bizarre. Qu'est-ce qu'on peut faire? Alors déjà, est-ce que c'est grave en fait? Bah non. Déjà, encore une fois, moi je répète, mon but ici c'est d'essayer de décortiquer.
Honnêtement, je m'en fous. Moi, en fonction des parties de jeux de rôle auxquelles je joue, je n'utilise pas les mêmes règles et je résous pas forcément de la même façon la même chose parce que soit je change de système, soit je suis dans l'arbitrage et à chaque scène, je réfléchis un peu à changer la mécanique, etc. Donc on s'en fout. Je suis pas là en train d'agiter un panneau en disant vous faites mal du jeu de rôle et c'est grave, alors que en fait, je suis pas à votre table et j'en ai rien à foutre de comment vous jouez. En réalité, il faut que vous le sachiez. Je suis pas là en train de défendre un terrain qui ne m'appartient pas, qui est celui de vos parties de jeu de rôle, d'accord? Mais je pense quand même qu'il y a un truc un peu étrange, ce fonctionnement, qui s'applique d'ailleurs pas qu'aux scènes sociales, mais pour moi c'est vraiment le truc où ça revient le plus souvent. Il y a un truc un peu étrange. Je pense que clairement il y a des trucs qu'on a envie d'éviter, et ça tout le monde en sera conscient, c'est le pixel clicking. Le pixel clicking dont on a parlé, c'est-à-dire le MJ qui prévoit une seule solution à la scène sociale. Et puis voilà, on se démerde avec ça. Je doute qu'il y ait beaucoup de gens trouvent ça fun. C'est pas fun pour un joueur de voir qu'il y a une seule solution. En fait, ça transforme. Fonctionner comme ça. Bon, déjà, en général, c'est pas formalisé comme ça. C'est plutôt un comportement de MJ sans s'en rendre compte. Il attend un argument et il refuse plus ou moins les propositions ou il fait des jets de dés quasiment impossibles aux joueurs jusqu'à ce que les joueurs aient vraiment le bon argument, la bonne approche, le truc qui semble réaliste au MJ. Donc d'accord. En général, le MJ ne prévoit pas une seule solution et attend que le joueur le fasse. Mais par contre, ça arrive vraiment qu'on se retrouve dans cette situation-là. Ça arrive vraiment. Et le problème de ça, c'est qu'en fait, ça transforme la discussion en énigme. Ça transforme le dialogue, l'argumentaire en énigme. On n'est plus en train d'essayer de convaincre, on n'est plus en train d'essayer de machin. On est vraiment en train d'essayer de savoir ce que le MJ attend de nous, ce qu'il y a dans sa tête. Et donc, bon, en tant que gameplay, c'est pas hyper intéressant. À la limite, je préfère que le MJ, honnêtement, juge de faire bouger la difficulté, monter la difficulté en fonction de mes arguments. Le problème, c'est que, avec ce truc de faire monter, baisser la difficulté en fonction des arguments, encore une fois, il peut y avoir un biais de MJ qui va être en réalité, il y a différentes outcomes à la discussion. Il y a plusieurs possibilités, en fait, à ce qui se passe à la fin de cette discussion. Et le MJ, il a une idée un peu de scénario, il a un peu une idée de quelque chose comme ça. Et du coup, en fait, ce qui va le plus influer la difficulté, la manière dont il va fixer la difficulté, parfois, ça n'est pas vraiment les arguments et la situation, etc. C'est plutôt le scénario. Et donc, il va mettre des difficultés élevées pour éviter que le scénario aille dans une direction qu'il n'avait pas prévue. Ça peut aussi être un problème. C'est pas toujours le cas, encore une fois. En gros, pour que ce système fonctionne, de monter et baisser la difficulté, il faut un MJ avec lequel on est bien raccord et avec lequel on est d'accord sur nos attentes et un MJ qui arrive à faire consensus en fait dans ses décisions. Tout le monde réussit à accepter ses décisions, quoi. Donc ça va dépendre de la confiance qu'on a envers ce MJ, du fait qu'on soit à peu près sur la même longueur d'onde en termes de style, etc. Et c'est là que ça va se jouer le plus. Alors après, je pense que si on reste sur cette méthode de le MJ fixe la difficulté, on peut quand même trouver des moyens de rendre ça plus intéressant et plus fair, en fait, j'ai envie de dire. Par exemple, si le MJ, il a des critères objectifs décidés à l'avance, c'est-à-dire qu'il les a écrits quelque part, entre guillemets, où il y a vraiment bien réfléchi c'est quoi les leviers, c'est pas objectif, en fait, il a réfléchi aux leviers qui permettraient de convaincre. Ça devient tout de suite plus intéressant. Il y a des jeux qui font ça. Parce que pour l'instant, on parle de ça comme ça sans avoir choisi de système et tout. Mais en réalité, ça dépend aussi du jeu auquel vous jouez. Il y a des jeux qui gèrent beaucoup plus les aspects sociaux que d'autres. Mais par exemple, je sais que dans je crois que c'est dans la légende des 5 anneaux. Je crois que c'est dans L5R. Il y a des approches plus ou moins efficaces. Et c'est mécanique. Il y a des approches plus ou moins efficaces pour certains types de PNJ. En fait, on peut leur créer une sorte de profil. En fait, ça consiste juste à noter quelque part les trucs qu'on considère comme étant des forces et des faiblesses de ces personnages. Moi, je trouve que ça, c'est intéressant. Ça veut dire qu'en tant que MJ, on prévoit à l'avance des moyens de vaincre ou convaincre. Ça évite potentiellement de tomber dans un biais qui est de créer des PNJ marissous, c'est-à-dire des PNJ qui peuvent tout faire. Genre, vous voyez, le PNJ, on peut pas le convaincre, etc. En fait, c'est vraiment un outil du MJ. C'est comme les PNJ immortels, en fait. Si vous créez un PNJ, mais que il a un bouclier scénaristique, il ne peut pas être vaincu d'aucune manière, ou que vous créez un PNJ qui ne peut pas être convaincu d'aucune manière, il est là pour délivrer une information, il est là pour contraindre, il est là pour etc. C'est pas hyper intéressant. Il peut y en avoir, encore une fois, je pense, il peut y en avoir, mais plus il y a ça, plus c'est nul, parce que sinon ça veut dire qu'on a le PNJ donneur de quête, le PNJ qui est le méchant, le PNJ qui est machin, en fait des sortes de PNJ fonctions qui sont là pour donner une information, et ensuite derrière on peut pas vraiment leur faire changer d'opinion ni quoi que ce soit, on peut pas vraiment avoir de vraies interactions avec.
Et ça appauvrit un peu le truc, je trouve. Alors que si le PNJ, on le voit comme quelqu'un qui a des forces, des faiblesses, des objectifs, et que il a pas de bouclier scénaristique, il a pas de machin, et le MJ ne va pas venir le sauver automatiquement. Il peut, mécaniquement ou non, le rendre plus difficile à atteindre, même juste dans la fiction. Il a plein de gardes du corps, je sais pas quoi, il est très difficile à atteindre et tout. Mais c'est au moment d'utiliser le pouvoir exécutif, ou même législatif en direct, de décider à chaque fois quelle est la difficulté. Et en fait, on décide de la difficulté pour parvenir à nos fins scénaristiques ou à voilà. Au bout d'un moment, c'est pas toujours ultra funky, quoi. En tout cas, moi, c'est pas forcément qui me plaît le plus. Donc, je trouve que déjà, le premier truc intéressant, c'est de définir par avance les forces et faiblesses du PNJ, ou si on n'avait pas prévu que ce PNJ soit pris à partie par les PJ, qu'on essaie de le convaincre de faire quelque chose, etc., avant même de commencer le dialogue avec les PJ, bien se remettre en tête qui est notre personnage et juste essayer de rester fidèle à ça et d'écarter toutes les facilités qu'on pourrait avoir. Mais c'est pas toujours facile dans le feu de l'action. C'est pas toujours facile dans le feu de l'action. Vous voyez que les PJ sont en train d'essayer de recruter tous les villageois pour les emmener avec eux au donjon. Vous vous dites, oh non, la galère en fait. Là, ils vont se retrouver avec une armée de PNJ, on va faire quoi? Enfin, ça va être quoi ce bordel? Eux, ils essaient de se créer toute une petite troupe là. Vous dites, je sais pas, les villageois, ils ont juste pas envie d'y aller. Je vais leur mettre des grosses difficultés. Allez, je vais leur dire difficulté 20. Si tu fais un 20, ça passe. Vous voyez? Enfin, je sais pas. Des fois, dans le feu de l'action, on sait pas trop. Et je pense que, d'ailleurs, pourquoi c'est encore plus intéressant de créer des leviers comme ça, c'est pour éviter d'aller trop facilement dans l'autre sens. Si on réfléchit pas concrètement à juste arbitrer la situation, à décider de comment on pourrait convaincre ce mec et fixer des seuils de difficulté, etc., on risque peut-être aussi de chercher le consensus. C'est-à-dire que vous voyez que la table veut convaincre tout le village de partir avec elle au donjon, et vous vous dites, ah, ils ont l'air de kiffer cette idée, bon bah pourquoi pas. Allez, let's go. Encore une fois, je ne porte pas de jugement là-dessus. On peut être un MJ qui dit oui un peu à tout. C'est complètement ok. Mais en termes de résolution de problèmes, du coup, et du fait que les compétences sociales, encore une fois, ça va dépendre du jeu auquel on joue. Mais en gros, en acceptant pour tout de suite atteindre le consensus, toutes les propositions des PJ, et en leur faisant pas utiliser leurs compétences dans lesquelles ils ont attribué des points, etc., eh bien, c'est de la même façon, on ne va pas différencier les personnages. On ne va pas les forcer à réfléchir vraiment à de la résolution de problèmes. En fait, ils ne font que raconter l'histoire. Vous voyez, ils disent, eh ben, le village, il vient avec nous, et le MJ dit, bon, bah, ok. En soi, ce n'est pas gênant. C'est un style de jeu, mais c'est pas le style de jeu qui m'intéresse le plus non plus. Moi, ce que je cherche, ma réflexion, elle tourne autour de l'idée de faire en sorte que la scène sociale, ce soit un tournant de l'histoire. On ne sait pas où elle va nous mener. Donc c'est ni le MJ qui configure la scène sociale pour décider de ce qui va se passer, ni les PJ qui ont juste à déclarer leurs intentions pour que cette scène sociale parte dans la direction qu'ils souhaitent. Et c'est là, encore une fois, où je pense que le fait, dans un système classique de jet de compétences et on doit battre une difficulté, de préciser les leviers ou les difficultés, d'avoir déjà un framework, une réflexion en amont sur comment la mécanique va s'appliquer à cette scène sociale, même si c'est une mécanique minimale et qu'on va acheter un pauvre jet de dés, pourquoi pas, c'est assez important. Ensuite, j'ai un peu deux approches différentes que j'aime bien dans un système classique comme ça, on jette un jet de dés, on voit ce qui se passe. C'est la méthode, on va dire, qui privilégie l'interprétation, et la méthode qui privilégie l'argumentaire. Et ça, je dirais que, alors, je peux pas le décider en amont de la partie parce que je sais pas exactement quelles scènes vont avoir lieu, etc. Mais je dirais que c'est un peu mes deux réflexes. Je tombe souvent dans cette structure-là. Je dirais que l'interprétation, souvent, moi, je le vois au moment des grands discours, au moment où on essaie de convaincre des gens, où on essaie de faire plus appel au charisme, à la persuasion, comme on disait. Et souvent, ça, je le gère en un jet, et c'est un jet après discours, quoi. En gros, le joueur, il fait tout son roleplay, et ensuite, on fait stop. On va faire un jet de dés critique. On va faire un jet de dés critique qui peut nous faire aller dans deux directions différentes. Soit ça passe, et c'est incroyable, soit ça passe pas, et c'est catastrophique. C'est un peu cliché, mais c'est très film, on va dire. C'est très film, parce que c'est soit le discours ne marche pas du tout, soit il marche hyper bien, donc c'est fort émotionnellement. Il n'y a pas d'entre-deux. C'est pour ça qu'on fait un seul jet de dés. Donc ça, je dirais que moi, c'est ma méthode dans un système classique d'interprétation. Le joueur fait d'abord son discours. Il fait le discours. Il prend tout son temps pour faire le discours, donner tous ses arguments, etc. Bam, on décide des trucs pour, des trucs contre. En général, je réfléchis à voix haute à ce moment-là pour justement faire attention qu'on arrive à un consensus et que les joueurs comprennent la difficulté que j'ai fixée. Donc, c'est-à-dire qu'il y a un moment méta où je dis, ok, bon, la foule a vraiment peur, il y a quand même très peu de chance, t'es un inconnu pour eux, mais en même temps, t'es charismatique, t'as fait ça. J'énumère, en fait, tous les trucs
que je considère comme étant positifs pour le joueur, tous les trucs que je considère comme étant négatifs pour le joueur à voix haute, donc c'est méta, c'est une pause dans la partie. Pourquoi je fais ça? Parce que ça va se régler en un seul jet de dés, donc il y a intérêt à ce qu'on soit plutôt d'accord sur comment va être fait ce jet de dés. Et éventuellement, quand je vais commencer à énumérer comme ça des arguments, des machins, des trucs, des fois il y a d'autres joueurs qui vont aussi participer à ce moment-là, qui vont se dire ouais, et puis en plus on a fait ça. Ouais, enfin bon, toi t'avais quand même tué lui, hein, donc et ça je pense pas que les villageois l'ont oublié. Et genre il y a un peu une conversation rigolote comme ça, et hop, on établit le truc ensemble comme ça. Et on arrive au moment où il y a le jet de dés significatif. Et au moment où on jette les dés, c'est soit ça se passe hyper bien, soit ça se passe hyper mal. Donc ça met une grosse intensité dramatique sur ce jet de dés. Et une fois qu'il est jeté, boum, on délivre ce qui se passe dans la fiction, narrativement, c'est quoi la suite. Ça, c'est quand on est sur de la scène charismatique et que le plus important, c'est presque l'interprétation, a priori, plutôt que l'échange d'arguments. Et ensuite, dans l'échange d'arguments, en général, moi, j'aime bien faire en sorte qu'il y ait 2-3 jets de dés, quoi. Il y a 2-3 jets de dés, c'est un petit peu comme des passes d'armes. Et on voit à l'issue de ces jets de dés, si on a fait 2 réussites, 2 échecs, ou ça va dépendre un peu du système. Mais en général, c'est ça, quoi. Il faut gagner 3 manches, entre guillemets. Et là, ça force un peu plus le joueur à conserver ses arguments. S'il déballe tout, blablabla, il va faire un jet de dés, mais au deuxième, il aura plus d'arguments pour le deuxième jet de dés. Donc il peut garder ses arguments un petit peu. Vu qu'on fait 3 jets de dés, vous voyez, on fait plus appel à la mécanique. Donc les caractéristiques, les compétences du personnage sur le moment sont plus importantes. Donc vous voyez, c'est pas du tout un système parfait d'équilibrage, etc. Là, je vous propose, moi, des trucs qui, je trouve, améliorent ce qui est potentiellement et déjà un petit peu parfois bancal comme système sur des trucs, sur des jeux traditionnels pour régler les phases sociales. Mais en gros, voilà, l'idée, c'est que le joueur, il va donner son argument, il va jeter les dés, et puis en fonction de ce résultat, je vais jouer la réaction du PNJ, mais le PNJ, il va relancer un truc, il va faire « Ah, il y a quand même ça qui me gêne un petit peu », il va avoir cet argument-là. Et le joueur, il va devoir répondre, retrouver un argument, refaire un jet de dés, et hop, il va devoir essayer de gagner les 3 manches. Donc ça fait plus une sensation qu'on est dans un dialogue, une négociation, je sais pas trop, un truc comme ça. Ça émule un petit peu plus ça, même si c'est pas nickel. Bon, c'est quand même un beau bazar, hein, ce que je fais là. Mais vous voyez, j'essaye de trouver des trucs pour rendre ça, en tout cas, qui je trouve rendre la chose un petit peu plus intéressante à ma table. Après, ce qu'il faut bien retenir aussi, quand on commence à faire appel à des mécaniques comme ça, c'est qu'on considère qu'il y a un enjeu. Bon, le fait déjà de décider est-ce qu'il y a un enjeu ou non, en général, il y a déjà un biais, entre guillemets, c'est le MJ qui va se demander s'il y a un enjeu ou non, parce que rarement le MJ va demander au joueur s'il considère qu'il y a un enjeu. Le MJ, il a sa toile de fond en tête, et donc, d'une certaine manière, il essaie de la déployer, et il emmène les joueurs dans une direction. Donc, il y a des scènes sociales qui auraient pu mal tourner, mais que le MJ ne va pas résoudre au jet de dés, et qu'on va juste passer, ce qui donne une direction à l'histoire. Enfin bon, bref, je vais illustrer ça parce que en l'expliquant comme ça, je suis pas sûr que ce soit très compréhensible. Mais ce qu'on va dire, c'est qu'en général, il y a soit pas de jet, et donc qui décide qu'il n'y a pas de jet? En général, c'est le MJ. Le MJ, en général, il décide qu'il n'y a pas de jet parce qu'il considère qu'il n'y a pas d'enjeu et que l'histoire doit aller dans une direction particulière. Genre, on veut aller dans la boîte de nuit pour aller discuter avec notre contact qui est censé, pour aller discuter avec un baron de la pègre, pour essayer de faire un deal avec lui. Quand j'arrive devant le vigile, le MJ, il va peut-être nous faire jouer une petite interaction. Le vigile, il est un peu méchant, etc. Mais en général, il va pas nous faire jeter les dés si son but c'était qu'on aille voir le baron de la pègre. Alors que s'il nous avait fait jeter les dés, peut-être qu'on n'aurait jamais pu rentrer dans la boîte, ou alors qu'on aurait dû s'infiltrer pour entrer dans la boîte, ou kidnapper le baron de la pègre, ou juste aller voir quelqu'un d'autre dans la ville. Donc ça aurait pu changer complètement l'histoire, vous voyez. Donc en général, s'il n'y a pas de jet, c'est parce que le MJ veut nous emmener dans une certaine direction quand même. Ou alors que ça semble complètement évident qu'on y arrive. Genre, je sais pas, je suis taxi, je dois traverser la ville en voiture, je ne vais pas jeter les dés pour traverser la ville en voiture de jour comme ça parce que on veut pas savoir si je vais faire un accident chaque jour, vous voyez. Donc le pas de G, c'est voilà, on veut avancer, le MJ veut qu'on avance, il veut nous emmener dans une direction et let's go. Après il y a le truc en 1G. Le truc en 1G, ça peut être j'essaie de convaincre rapidement quelqu'un, j'essaie de faire un truc vite fait bien fait. Souvent c'est un PNJ secondaire. Typiquement, justement ce fameux vigile, on n'a pas envie de jouer 3 quarts d'heure la conversation avec le vigile parce que en vrai le vigile il a juste un nom, un prénom et on a écrit qu'il était vigile côté MJ. On n'a pas vraiment de grands projets pour lui dans l'histoire. Donc au mieux on veut en faire un petit enjeu et on fait un G. Pourquoi pas. Et après le moment où on commence à réfléchir à ouais c'est quoi tes arguments et ces bidules et ces machins en général et qu'on se décide à plusieurs G, longues conversations, impossible, sauf si les PJ me donnent vraiment des arguments, etc., qu'on commence à vraiment conditionner ce conflit social à un certain temps de jeu attribué à un argumentaire à toutes sortes de choses. En général, c'est qu'on est sur du PNJ important. En général, c'est qu'on est sur du PNJ important
et que on considère que les PJ peuvent changer des choses pour ce PNJ important. Encore une fois, si on est, et ça vraiment je ne vous le recommande pas, mais je pense que à partir d'un certain temps d'expérience en jeu de rôle, on ne fait plus ça. Mais si vous faites des PNJ qui sont vraiment trop des PNJ fonctions, et les PJ peuvent pas vraiment changer leur point de vue, faire quelque chose d'autre avec eux, que ces PNJ servent juste à donner des quêtes et ensuite ils sont protégés par le MJ et le MJ a une idée bien précise de ce qu'il veut pour dans l'histoire et il va tout faire pour les sauver. Moi, je vous conseille de pas faire ça, mais bon, je dirais que pour essayer d'avancer, cette option 3, en général, c'est quand on considère que c'est important et qu'on va mettre beaucoup de jet de dés là-dessus ou beaucoup d'argumentaires, tout ça. Et donc voilà, en général, c'est un peu le MJ qui gère tout ça. Et c'est ok. En fait, c'est la manière traditionnelle de jouer au jeu de rôle. Il y a plein de nuances différentes, de manières de faire différentes, mais voilà, c'est une approche. Après, il y a une autre approche. On peut aussi aller voir du côté des PBTA. C'est des jeux en fait qui ont des mécaniques spécifiques pour le social. C'est pas juste un jet de compétences oui non, voilà. Et donc, par exemple, ça va être un move, vous voyez. Ça va être un move du style, je sais pas, il a un déclencheur. Quand vous essayez convaincre, blablabla, genre il y a un déclencheur. Quand vous essayez de convaincre, nanana, jetez 2d6 plus, je sais pas moi, je dis des trucs débiles. Hein. On va la faire en mode Dungeon World pour rester avec du vocabulaire que tout le monde connaît. 2d6 plus charisme là. Et puis, si vous faites un 6-, le MJ met une conséquence. Si vous faites un 7-9, paf, il peut se passer ça. Et si vous faites un 10+, il se passe ça. Donc ça, c'est des jeux, pour le coup, narratifs. C'est-à-dire que le but, c'est de savoir c'est quoi la suite de l'histoire. Quand cet événement survient, on jette des dés pour voir dans quelle direction va l'histoire ensuite. Donc là, ça retire, a priori, complètement le player skill. Ça, c'est une première chose. En tout cas, on va dire que le player skill, c'est plutôt ça. Le player skill ne va pas avoir d'impact là-dessus, en fait. Ça va pas avoir d'impact sur ça. Le player skill, ça va être de décrire comment on fait en amont. Donc, on va dire que c'est plus un player skill, pour le coup, d'interprétation. C'est vraiment, parce qu'on peut considérer ça comme un skill, je pense. Le fait de bien interpréter son personnage, de réussir à rendre ça intéressant. Mais ça va se faire en amont et en aval, mais ça va pas intervenir dans la résolution, en fait, le player skill ici. Le player skill peut intervenir avant en décrivant notre approche, en disant, bah voilà, moi je lui dis ça, je donne mes arguments et tout. Mais ça fait du roleplay, enfin, ça fait du roleplay, non, ça fait du théâtre, etc. Ça permet de raconter l'histoire, ça fait de la narration, en fait. Mais cette narration n'aura pas d'impact sur la mécanique. Cette narration n'aura pas d'impact sur la mécanique. Quand on va acheter les dés, tout ce que j'aurais raconté avant n'aura pas forcément d'impact. Et le deuxième moment où le player skill va intervenir, c'est après qu'on ait jeté les dés, puisque on va jeter les dés et là, on va nous demander, ça va nous dire plus ou moins la direction dans laquelle va l'histoire, quelles sont les conséquences du jet, etc., etc. Donc déjà, on va pouvoir peut-être faire des choix, mais j'essaye de pas trop compliquer. Il y aura peut-être quelques choix mécaniques à faire pour la suite, etc. Mais ensuite, notre skill, à nouveau, entre guillemets, va être appelé pour interpréter. Pour interpréter, en fait, finalement, le jet de dés. Et ça peut aussi être le skill du MJ, en l'occurrence, qui doit improviser, etc., en fonction du résultat du jet de dés. Et donc ça change pas mal la dynamique du truc, parce que déjà, ça enlève tous les biais du MJ, en tout cas, sur le fait que ce soit le MJ qui juge si vous avez bien interprété, si vous avez les bons arguments, etc., etc. A contrario, pour des joueurs qui aiment bien utiliser la résolution de problèmes, elle s'efface quasiment complètement. Alors, je connais pas tous les PBTA, il y a peut-être des mécaniques qui permettent de changer ça, etc. Mais grosso modo, j'ai pas besoin de réfléchir vraiment à la résolution de problèmes, etc. On joue vraiment pour voir ce qui va se passer pour l'histoire, en l'occurrence. Il y a d'autres jeux aussi qui peuvent avoir des mécaniques spécifiques. C'est les jeux, par exemple, avec des combats, presque des règles de combat pour le roleplay, en fait, entre guillemets. Je mets combat roleplay. C'est-à-dire que, je sais pas, je pense, par exemple, ça m'étonnerait pas que dans Pathfinder seconde édition, eh bien, il y ait des actions sociales, genre, j'utilise cette action. Et donc là, on est vraiment sur du ludique. Il y a un côté player skill de stratégie, etc. Mais on va dire que c'est un skill de maîtriser le système pour utiliser la mécanique pour gagner. Donc, il y a plus un aspect, on va dire, vraiment jeu de plateau sur le moment, où on sent qu'on joue à du jeu de plateau, puisqu'on va utiliser les différentes mécaniques pour tenter des trucs, etc. Et après, il y a l'approche, par exemple, dont on parlait plus tôt, L5R aussi, où pareil, il va y avoir du combat, et on a des actions différentes, par exemple, convaincre, machin et tout. C'est des règles différentes à chaque fois. Et en fait, on va faire comme des passes d'armes, on va devoir faire baisser la jauge de points de vie, entre guillemets, sociaux de notre adversaire, tout ça. C'est encore une autre approche. Est-ce que j'aime bien cette approche ? Je dirais que ça dépend vachement de comment c'est fait, en fait. Ça dépend vachement de comment c'est fait. Si à chaque fois qu'on se retrouve dans une situation sociale, on doit ressortir des règles dont on se souvient plus bien parce on s'en est pas servi, par exemple, depuis 2 sessions, on n'a pas joué depuis un mois, j'en sais rien.
etc. Moi, ça me gêne un petit peu. Moi, par contre, je trouve que c'est pas forcément une mauvaise idée de faire ça. Si de 1, le système, il est unifié. Moi, j'aime bien que le système soit unifié, c'est-à-dire qu'on, globalement, c'est la même chose qu'on fasse un combat physique, qu'on essaie de surmonter une épreuve, que la mécanique de GD reste à peu près la même, que j'ai pas besoin de relire des règles en fonction de la situation. Ce que j'aime bien, quand c'est unifié, c'est que la même mécanique, peu importe pour le coup qu'elle soit compliquée ou difficile, ou simple, compliquée ou difficile, grosso modo, la même mécanique s'applique à tout. Et ensuite, il n'y a pas de manœuvre spéciale, de règles spéciales. Par contre, la mécanique peut un peu aller partout. Qu'on se le dise, le jet de compétences là dont on parlait tout à l'heure, D20 plus bonus qui doit dépasser une difficulté fixée par le MJ, en soi, c'est unifié. Hein. C'est juste que dans un jeu comme D&D, vous allez avoir le système de combat qui n'est pas du tout unifié avec le reste, par exemple, dans Donjons et Dragons 5e édition. Par contre, les autres systèmes, ils tournent tous plus ou moins autour de ça. C'est un peu pareil que dans les jeux OSR d'ailleurs. Dans Shadow Dark, vous avez quoique dans Shadow Dark, on est always on initiative, etc. Mais voilà, vous avez des règles un petit peu différentes pour le combat, des règles un petit peu différentes pour les sorts, mais grosso modo, l'ensemble de votre corpus de règles, c'est un des 20 plus un bonus et on essaie de dépasser quelque chose, que ce soit une scène sociale d'exploration de je sais pas quoi, il peut y avoir du player skill, c'est beaucoup d'arbitrage et une règle assez simple. Donc en soi, le premier exemple sur lequel on a passé énormément de temps, c'était déjà plus ou moins unifié, mais on sent que ça pêche un petit peu, vous voyez. Il n'y a pas de système parfait où on trouve qu'on s'éclate partout. Hein. C'est plutôt rare. Mais en tout cas, je me disperse encore. Pour revenir, moi, à cette idée de combat roleplay, j'aime bien que le système il soit unifié. C'est pour ça que j'aime bien Tokyo Escape. Et d'ailleurs, toute cette vidéo, je vous le dis tout de suite, elle prépare très certainement une vidéo sur la préparation de combats sociaux dans Tokyo Escape où je vais réfléchir, je vais faire un atelier là-dessus. Une réflexion à voix haute pour essayer de décortiquer. Mais en fait, du coup, moi ce que j'aime bien avec cette méthode où on va dire, entre guillemets, il y a un combat social, c'est déjà de l'utiliser que pour le niveau 3 d'intérêt. Hein. Si je remonte à un petit peu plus tôt, on disait que on peut faire un dialogue rapide sans enjeu, sans jeter les dés. On peut faire un dialogue rapide avec un petit enjeu quand même qui pourrait faire tourner la situation en un jet de dés. Si je sortais des règles de combat sociaux, entre guillemets, effectivement, je ne m'en servirais que si je considère qu'on est dans quelque chose d'assez important, quoi. Donc, pour le coup, il y aurait un biais, ce serait à moi de décider en tant que MJ si je trouve que c'est important ou pas. Et il y aurait une recherche de consensus. On se dirait tous autour de la table, ah ouais, quand même là, ça peut être un dialogue vachement important. Ça peut valoir le coup de mettre un peu plus de règles pour voir dans quelle direction l'histoire va. Donc ça, c'est une chose. Et en fait, ce que je trouve intéressant dans le fait qu'il y ait une sorte de combat roleplay en plusieurs phases, c'est qu'on va pouvoir faire entrer, si le système est bien foutu, un peu tout ce qu'on recherche. Le combat va durer assez longtemps pour que l'interprétation soit nécessaire. Enfin, que l'interprétation ait sa place. C'est-à-dire que quand je fais vraiment un petit jet de dés vite fait, etc., on peut avoir tendance à vouloir raccourcir le dialogue parce qu'on sait qu'il n'y a pas d'enjeu, donc qu'on parle entre guillemets que pour l'esthétique du dialogue. On peut avoir tendance à se dire bon bah on va passer à la suite, on va aller sur quelque chose d'important qui peut être un tournant pour l'histoire, et donc sauter peut-être un peu l'interprétation. Des fois, on peut avoir ce réflexe-là. Là, comme on sait qu'on va attribuer un temps long déjà, une scène un peu particulière, qu'on s'est décidé autour de la table à dire ok, on va utiliser ce système de combat social, on passe tous en mode ok, il faut que je réfléchisse à des arguments, etc. Donc ça, j'aime bien, parce que ça peut permettre cette interprétation. Ensuite, il peut y avoir le côté player skill, parce que on peut mettre des règles complètement explicites d'ailleurs, des règles explicites on n'a pas le droit d'utiliser 2 fois le même argument. Ça peut être une règle, pas 2 fois même argument. Vous voyez, vous dites ça. Là, je parle pas d'un système de règles spécifique, hein, mais je dis, on codifie un affrontement de jeu de rôle. Pas 2 fois le même argument, sinon il ne peut pas avoir d'impact sur la mécanique. Donc là, le player skill, attention qu'il va falloir trouver des arguments. Il va falloir commencer à se creuser la tête. Tout le monde va devoir faire appel à son player skill. En plus, on peut faire appel plus aux mécaniques, vu qu'on va faire plus de jets de dés. Et ben, ceux qui ont des traits, des compétences élevées, etc., ils vont avoir bien fait en fait de créer un personnage de ce type, d'avoir investi peut-être des caractéristiques dans ce type de compétences, ou même si on est dans un jeu où on n'a pas de score, d'attributs, de points de compétences, etc., qu'on joue un jeu genre avec très très peu de règles, mon personnage, l'archétype tel que j'ai défini, c'est quand même d'être un petit peu la face du groupe, d'être normalement le jasquier du groupe, le little finger du groupe, etc. Si on doit faire plus de jet de dés et que moi j'ai quand même plus de chance au jet de dés de par le fait que je suis ce personnage intriguant, ça va permettre de mettre en avant mon personnage. Là où si on avait que du player skill, pas de jet de dés, etc.,
il y a de chances que ce soit tout simplement la personne la plus charismatique ou la plus forte en rhétorique de la table qui fasse toutes les conversations. Donc vraiment, le fait de créer un moment comme ça, combat social, je trouve que j'aime beaucoup l'idée. Le truc, c'est que il faut absolument, à ce moment-là, qu'on soit dans le mindset, qu'on joue pour voir ce qui va se passer, qui est très PBTA, hein, pour le coup. En tout cas, qui est formulé par les PBTA. C'est pas les PBTA qui ont nécessairement... Enfin, il n'y a pas besoin de faire du PBTA pour jouer comme ça, mais ils l'ont formulé. Je trouve que c'est un très bon principe. On joue pour voir ce qui va se passer à ce moment-là. Si la scène de dialogue, Littlefinger, vous voyez, vous avez toute la cour, vous avez tous les intrigants, etc. qui sont là. Le MJ, il a déjà décidé de la suite de l'histoire. Bon Dieu que ça va servir à rien. Hein. Pareil, si le MJ, il est dans la pure recherche du consensus, qu'en gros, le débat en soi, les arguments des PJ n'ont aucun intérêt pour lui, qu'à la fin, il va leur donner ce qu'ils veulent, ou bien même qu'on va le décider tous ensemble. Le consensus, c'est être tous d'accord. Donc ça peut se faire de plein de manières différentes. Ça peut être les PJ tombent d'accord et le MJ il est pas tout à fait d'accord, mais pour leur faire plaisir, il est ok pour les suivre. Le consensus, ça peut être bon bah le MJ a toujours raison, c'est ça le consensus, et donc du coup on suit plus ou moins le MJ. En fait, l'intérêt de mettre des règles, c'est de pas jouer une partie consensuelle. Les règles, les dés sont là pour trancher. Ils sont pas là pour créer un consensus. Enfin si, c'est le consensus à la limite si on veut pousser un peu à l'absurde. Les dés, ce serait tomber sur le consensus que on suit ce que nous disent les jets de dés. Et moi, je pense que c'est hyper important. C'est vraiment un des trucs que je trouve le plus important en jeu de rôle, c'est de suivre l'aléa des dés, de suivre les règles qu'on a décidé de se fixer, une fois qu'on les a fixées. Parce que sinon, on a très facilement tendance à retomber dans le consensus. Et si, par exemple, à la fin de cette scène-là de plaidoyer, de différentes factions, etc., on se rend compte que l'histoire, elle va dans une direction que, waouh, on n'aurait pas du tout pu prévoir, parce que j'ai des, parce que on a appliqué des mécaniques, parce que le MJ a pas décidé de ce qui se passait, parce que le MJ a pas donné non plus au PJ ce qu'il voulait, parce que c'est pas la table qui s'est mis d'accord sur la suite. Non, il y a des déçus. Il y a des gens qui sont contents. On peut aussi être tous déçus. Ça, c'est vraiment cool. On peut être tous frustrés par ce qui vient de se passer. On a perdu le débat. Les dés étaient pas avec nous. C'est la catastrophe totale. Là, pour moi, on touche quelque chose d'intéressant. C'est là d'un seul coup, la scène sociale devient beaucoup plus intéressante. Si je devais essayer de résumer toute cette vidéo qui est déjà beaucoup trop longue, et puis je reviendrai de façon sur ce que j'ai envie d'essayer avec Tokyo Horrorscape, etc., c'est que souvent, les scènes sociales, elles peuvent tomber dans plusieurs schémas qui sont pas bons ou mauvais intrinsèquement. Chacun s'amuse comme il veut. Une sorte de flou sur comment c'est censé fonctionner. Soit je donne aux PJ ce qu'ils ont envie, soit là j'ai envie de leur mettre un peu de difficulté, donc je leur refuse. Donc un peu un truc de c'est le MJ qui décide, ou alors ça peut être toujours chercher le consensus, ou alors c'est on jette un G, mais du coup les arguments qu'on donne, etc., n'ont pas vraiment d'importance. Souvent, on tombe un peu dans les trucs là-dedans, et il y a beaucoup de dialogues, de compétences qu'on utilise moins, de dialogues qu'on fait moins, en fait, tout simplement. De scènes qui ont moins d'impact, en fait. Les scènes qui ont le plus d'impact, ça va être des scènes hyper dramatiques. Et en fait, elles sont dramatiques, j'ai envie de dire, parce que on décide de les rendre dramatiques. Et les dialogues, en fait, quand on est dans le flou complet, on sait pas trop vraiment l'influence qu'on a sur l'histoire. Est-ce que le MJ, il nous donne les bons points parce qu'on a donné le bon argument, ou parce que on peut se retrouver dans ces situations-là? Honnêtement, moi, j'ai joué des tonnes de campagnes comme ça, et ce n'est pas gênant, encore une fois. Mais ce que j'aimerais bien essayer de faire prochainement, c'est vraiment, dans certaines scènes sociales, réussir à en faire des vrais tournants de la partie, où moi-même, je ne sais pas du tout la direction dans laquelle ça va aller, où je prépare juste des arguments, un petit peu des points de vue, des forces, des faiblesses pour les différents belligérants. C'est pas des belligérants, les différentes personnes qui veulent argumenter. Et puis on jette les dés et on découvre ensemble ce qui va se passer, quoi. On découvre ensemble ce qui va se passer, même si c'est pas la direction qu'on voulait. C'est ça l'intérêt des règles, c'est ça l'intérêt de jouer aussi, je trouve. Et en tout cas, c'est ce sur quoi j'ai envie de mettre l'accent, notamment à partir du moment où on décide de jouer à un jeu beaucoup basé sur l'intrigue, vous voyez. Si on est sur de l'enquête, les petites scènes sociales, c'est plutôt un petit truc secondaire. Et le principal truc qu'on essaie de mettre en avant, c'est le côté mystérieux. Si on est sur de l'aventure, c'est peut-être, on veut mettre en avant les combats, etc. Mais quand vous voulez jouer un truc un peu à la Game of Thrones, un truc un peu d'intrigue, etc., il faut réfléchir à ces choses-là, parce que peut-être que la plupart des scènes que vous allez jouer, ça va être des scènes comme ça. Et si on veut qu'elle soit rigolote, qu'il y ait de la surprise vraiment, et que ce soit pas que de la surprise, genre le MJ m'a fait une surprise, ou que de la surprise, le PJ m'a fait une surprise, il fait un truc auquel je m'attendais pas, et au final, moi, je dois me débrouiller de ce que je fais avec ça. Que ce soit de la surprise vraiment générée par le jeu, et que on ait aussi un impact, que ce soit pas de la surprise arbitraire, en fait, non plus. Je pense qu'il faut réfléchir à comment rendre ce système un petit peu plus intéressant. Et d'ailleurs, je pense que il y a beaucoup de scènes sociales, mine de rien, où ce qui se passe en réalité, c'est que il y a une intensité, etc. Je prends un
un dernier exemple qui me vient en tête. En fait, je voulais le citer plus tôt, donc maintenant c'est un peu hors contexte, mais je voulais quand même le dire. C'était, attendez, en fait, je vais plutôt remonter tout là-haut. Je pense que l'usage de la violence et de la ruse plutôt que des compétences réellement de persuasion, etc. Le fait qu'on aille souvent vers du combat, souvent vers d'autres choses, c'est parce que nos systèmes, peu importe qu'ils soient formalisés, que ce soit des règles ludiques ou non, que ce soit tel jeu de rôle, moi je m'en fiche de savoir ça. Chacun voit midi à sa porte de ce côté-là. Mais j'ai la sensation que dans beaucoup de parties, on utilise le mensonge ou la force plus que la persuasion, etc. Parce que on n'a pas vraiment de mécanique réelle pour persuader. C'est-à-dire que le MJ, dans sa tête, il sait qui est son PNJ, il sait ce que veut son PNJ, il sait que X, Y, Z. Il est un peu bloqué quand les joueurs essayent de changer ses PNJ. Et du coup, les arguments les plus recevables pour lui, ceux auxquels il peut pas vraiment dire non, une fois que les PJ en arrivent là, souvent c'est l'intimidation ou le mensonge. C'est-à-dire que des fois, vous avez la scène du conseil, vous avez la scène du machin, etc. En fait, le drama ne repose pas du tout sur le fait qu'on convainque pas, etc. Il repose sur le fait qu'un de nos PJ, il ait gardé un pistolet sous la table, ou il repose sur le fait qu'on tende un piège. Ou bien on se dit ah mais je m'attendais pas du tout à ce qui se passe ça lors de cette scène de de diplomatie. Il y a un de mes joueurs, il a décidé de tirer son épée et ça a renversé la scène. Donc tu vois bien que cette scène, je ne pouvais pas la prévoir à l'avance. Ça, je n'aurais jamais pu le prévoir. Mais en fait, je pense qu'à partir du moment où vos PNJ sont un peu bloqués et où en fait on met pas je vais pas dire d'enjeu, mais on met tout simplement pas de jeu sur les négociations et sur la persuasion, on ne met pas de jeu là-dedans, ça devient très facile de prédire que comme c'est plus des vrais leviers d'action pour les joueurs, ça devient très facile de prédire que ils vont sortir leur flingue et au bout d'un moment on n'est plus vraiment surpris en fait. Et donc c'est pour ça que je voulais réfléchir à ça. Donc voilà, c'est un énorme bordel, il y a plein de réflexions. Voilà, je sais pas ce que vous en pensez. Moi, en tout cas, un truc que j'ai envie d'explorer, qui a priori, voilà, n'est pas nécessairement ma tasse de thé d'ailleurs. Ce sont ces combats sociaux, mais c'était pas ma tasse de thé parce que je trouvais pas un système qui m'intéressait vraiment jusqu'à maintenant pour les faire. Je trouvais que c'était trop lourd la plupart des trucs. Mais là, avec Tokyo Otherscape et tout, et on y reviendra sûrement dans des futures vidéos, je vais essayer de préparer des scènes comme ça. Donc voilà, merci de m'avoir écouté en tout cas. J'espère que ça vous a amené à réfléchir, que ça vous a amené à confirmer vos biais de confirmation. Je pense qu'il y a des gens qui seront pas du tout d'accord avec ce que j'ai raconté, des gens peut-être que voilà qui se poseront des questions, et puis peut-être qu'il y a aussi des gens, ça m'intéresserait, qui connaissent différents jeux, différentes manières de faire. N'hésitez pas à nous les partager, à venir nous les partager sur Discord potentiellement, pour qu'on en discute, etc. De toute façon, il va y avoir une sorte de clivage évident entre ceux qui aiment bien jouer avec des règles et ceux qui aiment pas jouer avec des règles. Tout le monde joue plus ou moins avec des règles, mais ceux qui aiment pas du tout la partie ludique et ceux qui aiment bien la partie ludique, il va y avoir des clivages évidents avec ceux qui aiment bien arbitrer et ceux qui aiment bien prendre un peu de recul et laisser l'histoire se dérouler et voir vers où ça va, être moins dans le contrôle en tant que MJ. Il va y avoir des clivages évidents entre ceux qui jouent à un seul système et ceux qui aiment bien essayer plusieurs systèmes, etc. Et on peut en discuter. Peut-être qu'on trouvera des choses intéressantes là-dedans. Si vous voulez venir prouver que vous avez la bonne manière absolue de faire ce genre de scène, n'hésitez pas à venir sur le Discord et on en discutera. Sur ce, je vous remercie. Vous pouvez vous abonner, etc. si la vidéo vous a plu. Et puis, je vous dis à très bientôt sur le bon MJ. Ciao!